CFTV1, bonjour, merci de votre présence et de votre confiance. Émission spéciale sur Monsieur Bernard Tapie. Je me présente, Paul Valentino, sur CFTV1. Donc aujourd'hui, je suis en direct avec un invité, un analyste connu et reconnu, en direct du Congo. Je vous présente Monsieur Takizala. Bonjour Monsieur Takizala. Bonjour Monsieur le journaliste. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, le moral est au zénith. Ok. Monsieur Bernard Tapie, un homme public. Est-il connu au Congo? Comment a-t-il vu l'Afrique? On va en débattre aujourd'hui avec mon invité, Monsieur Takizala. Donc, la première question pour vous, Monsieur Takizala, qui était Bernard Tapie pour vous? Bernard Tapie, c'est quelqu'un qui concilie le faible de la société et lésé de la société. Ok, est-ce qu'au Congo, des personnalités se sont inspirées de sa façon de fonctionner? Et est-ce qu'aujourd'hui, Tapie fait vraiment partie d'une méthode de travail au Congo? Son énergie, au Congo, son enthousiasme, voilà. C'est quelque chose que les Congolais ont pu faire paraître par rapport à leur courage et par rapport à leur façon de travailler. Est-ce qu'il y a une façon de travailler à la Bernard Tapie au Congo ou pas? Bon, je pense que au Congo, d'abord, Bernard Tapie, il ne créait pas des entreprises, il reprenait des entreprises. Il achetait des entreprises qui étaient en difficulté. Or que dans la culture congolaise, la reprise d'entreprise n'existe pas. Ça signifie que les entreprises qui sont en difficulté sont regardées avec un regard un peu méprisant. Alors, du côté des managers de football, je pense qu'au Congo, à l'heure actuelle, il y a Moïse Katumbi, qui est à la fois un homme d'affaires, à la fois aussi un politique, et à la fois un puissant président de Mazembe, qui récupère l'équipe de football à un moment où l'équipe ne valait pas grand-chose, et puis il a amené cette équipe au niveau du trône africain. Donc il a gagné aussi, et c'était le trophée que Tapie a gagné en Europe, et qu'on appelle la Ligue des champions africains, donc avec Moïse Katumbi. Je pense qu'avec le management d'un manager de football, on peut le comparer un peu à Moïse Katumbi. Mais en tant que manager de repreneur d'entreprise, Moïse Katumbi n'a pas cette casture de reprendre d'entreprise, à part, par exemple, la reprise du club de Mazembe. Au Congo, il y a beaucoup de corruption, donc on ne va pas refaire le débat, c'est un autre débat. Mais il est quand même quelqu'un de très limite. Vous pensez qu'il n'est pas limite et qu'il a bien fait son travail aux entreprises? De toute façon, il faut qu'on essaie un peu de dissocier des choses. Tapie n'était pas le ministre des Finances à l'époque de l'arbitrage entre l'affaire Tapie et la banque Crédit Lyonnais, ou l'actionnaire principal, et la République française. Qui était le ministre des Finances de l'époque? C'est Madame Lagarde. Et justement, Madame Lagarde a été côtoyée et il a été, à l'époque, elle a été soudoyée par des collaborateurs à Tapie pour justement qu'il avantage Tapie dans l'arbitrage. Et il y a eu des fuites de comptes, de virements à l'époque qui a fait qu'aujourd'hui ça a été jugé et qu'il a dû payer tout ça. Mais vu que c'est des grands hommes politiques et que c'est des gens qui sont intouchables, l'affaire a été étouffée. Mais même Lagarde, elle avait des intérêts à que Tapie gagne. Non, Paul, moi je ne pense pas à ça, monsieur Paul. Le problème est que vous devez comprendre que le problème, lorsque Tapie, ces arbitrages s'est fait entre Crédit Lyonnais et monsieur Bernard Tapie, le ministre c'est Madame Lagarde, le président de la République c'est je vous coupe 2 secondes. C'est que Madame Lagarde, à l'époque, elle a plus avantagé Tapie que Adidas. Non. D'abord, est-ce que vous savez le verdict de cette affaire, Monsieur Takizala? Oui, Adidas. Écoutez, à l'époque, c'est M. Sarkozy et le président de la République française. On connaît bien Sarkozy, quelle est l'énergie que Sarkozy accorde à la chose publique. Et ce n'était pas un président qui dormait, c'est un président qui était en action, qui était M. Sarkozy, qu'on appelait même Premier ministre à l'époque. Et Mme Lagarde, après d'être ministre des Finances de la République française, après le parti au niveau de Washington pour être à l'FMI. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les juges, dans cette histoire, il y a eu toujours des rebondissements. Ça signifie qu'on traite des choses, il fallait des faits.
moi, vous, en tant que journaliste, si vous avez des éléments palpables et qui prouvent que Mme Lagarde, en tant que ministre, et qui avait piloté cette commission d'enquête, vous savez qu'une commission d'enquête d'arbitrage ne peut pas se faire dans une république parlementaire comme la République française sans l'apport des sénateurs ou des parlementaires. Ça signifie que la commission de finances de l'Assemblée nationale et la commission de finances et d'économie de l'Assemblée du Sénat avaient aussi pesé à l'époque. Ça signifie qu'il y a eu des arbitrages, des experts à la matière. Et cela s'est passé qu'aujourd'hui, et l'affaire d'abord, Adidas, c'était l'entreprise de M. Bernard Tapie. Et la banque, c'était Crédit Lyonnais. Maintenant, cette affaire en est que Tapie réclamait ses intérêts parce qu'il disait à son banquier en disant « Vous m'avez trompé parce que vous avez dit vous avez trouvé quelqu'un. Maintenant, bizarrement, c'est vous qui achetez. Ça veut dire que c'est la banque qui a acheté les activités pour revendre après et faire le plus-value. Donc, c'est pour cela, c'est comme vous avez un avocat, vous faites confiance à un avocat, et bizarrement, l'avocat va compléter, par exemple, contre vous. Vous dites non, vous vous sentez victime et vous retournez pour plaider dans des tribunaux. Moi, je crois le mot escroc, le mot tout ça, ainsi de suite, un peu trop fort, M. Paul. Je crois que nous devons être quand même rationnels parce que des hommes au carré de M. Bernard Tapie, la France en a besoin et le monde en a besoin. Parce que tout là où ce monsieur a passé, vous voyez qu'il y a quand même des résultats. Aujourd'hui, la France cherche même le trophée de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, le puissant Paris Saint-Germain n'arrive même pas... Pour la Ligue des Champions, M. Takizala, la personne de Glassman avait été payée pour le match Valenciennes, l'OM Valenciennes. Est-ce que vous pensez que Tapie a payé Glassman, c'est ce qu'il disait à l'époque, hein, il a payé Glassman, un joueur de foot de l'équipe adverse, pour que son équipe perde? Est-ce que vous pensez que Tapie l'a payé? Est-ce qu'il est impliqué dans cette affaire de près ou de loin? Je vais vous donner je vais faire un petit parallélisme entre Tapie et Carlos Ghosn. Vous savez, Ghosn arrive à un moment, Renault et Nissan étaient en difficulté. Côté nippon, Nissan, du côté français, Renault. Et bizarrement, ce groupe est devenu parmi les numéro 2 ou numéro 3 de l'industrie automobile au monde. Mais qu'est-ce que le réserve que la communauté internationale a réservé à Ghosn aujourd'hui? On traite à Ghosn aujourd'hui que c'est un fraudeur. Mais c'est ce monsieur qui a sauvé. Vous savez, le management d'entreprise est différent avec le management administratif ou politique. Et ce parallélisme un peu raccourci vite fait, nous devons faire quand même, nous, et les gens qui analysent et les journalistes que vous êtes, vraiment avec une épaisseur de voir des choses un peu innovantes. Parce que ça, c'est un peu des petits raccourcis qui ne servent à rien. Vous pensez que l'OM à l'époque mérite d'être sur le toit de l'Europe et d'avoir gagné la Ligue des Champions? Oui, l'OM de l'époque méritait pour gagner la Ligue des Champions parce que d'abord c'était les gens qui étaient entourés avec des passionnés, parce que Bernard Tapie à l'époque c'est un grand passionné qui a reçu quand même, parce que vous savez la philosophie de Tapie, c'est quelqu'un qui réanime ce qui ne marche pas. Voilà, il faut avoir le moral d'acier. Et pourquoi il a ce moral d'acier? C'est quelqu'un qui est né dans une famille ouvrière. Vous savez, quand vous êtes né dans une famille ouvrière, les horaires sont, le papa sort à 4 heures, des fois il retourne à 22 heures, ainsi de suite. Et dès l'enfance, moi je vois en tant que manager, je vois que dès l'enfance, c'est déjà quelqu'un qui s'est préparé pour faire front avec les défis ou les difficultés. Ouais. Pour les revendre, il avait déjà la fibre commerciale, il avait déjà l'énergie pour faire l'argent. Mais pour réagir à ce que vous dites, ce genre de personnes sont des gens qui aiment beaucoup l'argent, qui ont beaucoup d'ambition et qui aiment beaucoup l'argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des Tapis, il y en a peu, à part la personne que vous avez dit au Congo, là, qui est un peu comme ça. Mais c'est vrai que Bernard Tapie, c'est quelqu'un qui mérite un hommage national. Est-ce que vous pensez qu'au Congo, il mériterait d'avoir une place ou un nom sur une rue? Oui, c'est vraiment c'est un moteur. Moi, en tant qu'entrepreneur et puis analyste, je vois que ce monsieur a fait beaucoup. Je le prends comme un modèle. Et nous, la nouvelle génération des entrepreneurs du monde, parce qu'un entrepreneur, il peut naître dans un territoire, mais il essaie un peu de transformer l'univers, et surtout qu'avec la mondialisation d'esprit aujourd'hui,
Donc, je crois qu'il mérite d'être reconnu par ses pairs, nous les entrepreneurs du monde, hein, de comprendre que c'est un modèle. Il a incarné une management des fonds. Et c'est là, on doit le respecter. Mais je peux revenir un peu légèrement. La France, nous devons changer, nous devons être comme des Anglais. Et la culture latine, on a du mal de réussite économique. Hein, de réussite économique, nous devons le... Aujourd'hui, aux États-Unis, Bezos, c'est la fierté. Mais nous en France, en général, et quand il y a une réussite économique, on commence à traiter de tout le monde. Non, la réussite doit se faire dans tout le branche de la société. Il y en a qui réussissent, par exemple, dans le journalisme. Il y en a qui réussissent, pas d'abord, c'est l'icône du journalisme français. Et quand vous prenez, par exemple, il y en a qui réussissent en politique. Les Mitterrand, les De Gaulle, hein, c'est la réussite en politique. Mais le problème est qu'en France, maintenant, ça commence à changer avec la génération des Xavier Miel, tout ça, ainsi de suite. On comprend que la culture commence à changer. On va plus vers la culture anglo-saxonne, que la réussite. Et quand quelqu'un réussit aux affaires, le Pinot, par exemple, fait la fierté. Les Bolloré fait la fierté de la France. Hein, les Martin Bouygues fait la fierté de la France. Nous devons vraiment quand même... Ok, monsieur Takizala, je me permets d'interrompre votre analyse. On a bien compris sur le fond, sur la forme de Bernard Tapie. Donc j'ai une dernière question à vous poser. Après on passera sur un autre sujet. La famille de Tapie, ses enfants, ses petits-enfants, est-ce qu'ils ont un nom lourd à porter ou est-ce que c'est un moteur pour eux? À votre avis, c'est la réussite qu'il a eue, Tapie. Est-ce que ça va être un frein pour eux ou ça va être au contraire une impulsion pour la réussite? Parce que c'est un nom à porter qui est lourd, quoi. Vous serez, par exemple, vous serez, imaginons que vous êtes le fils de Tapie. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous aider ou qui va vous donner un frein dans votre réussite? Bah, si moi j'étais à la place des enfants de Tapie, je pense que je vais travailler plus. Je peux pas beaucoup s'amuser parce que c'est déjà quelqu'un, quand on voit l'extrémité, hein, fils d'un ouvrier et puis un puissant homme d'affaires congolais et français et puis un puissant homme d'affaires européen et puis un manager, un politique. Il a réussi hein, parce que Tapie dans sa vie, ministre, député, il a fait plein de choses, ouais. Acteur, et animateur télé, hein, il a animé beaucoup d'émissions aussi, et puis député, hein, il a été député des ministre, voilà. Ministre de la Ville. Donc, vous voyez, c'est déjà un professeur hein, pour ses enfants. Je crois que ses enfants, Laurent et les autres, et Sophie, doivent quand même prendre leur papa comme le prof, hein, le mentor, le coach. Voilà, c'est déjà un atout, mais il faut beaucoup de travail parce qu'il a mis la barre tellement haute. Ouais, qu'il faut qu'il reprenne tout ça. Ok, on va passer au sujet suivant sur Zemmour. Éric Zemmour, donc une personne qui est rentrée dans la politique française dans un premier temps en tant qu'essayiste et écrivain, ok, qui a fait beaucoup de clashs, qui a eu beaucoup de procès pour racisme et tout ça. Et aujourd'hui, il est rentré dans l'échiquier politique français. La première question que je vous pose, monsieur Takizala, sur monsieur Zemmour, pour vous, Éric Zemmour, est-il un candidat crédible pour la présidentielle ou c'est juste une personne qui gravite autour de la présidentielle mais qui ne va pas réussir à se faire entendre? Est-ce que pour vous, c'est quelqu'un de crédible pour la présidentielle? Contre Macron, Le Pen, tout ça. La politique française nous a enseigné à chaque fois qu'il y a toujours des phénomènes. Hein. Donc, à chaque fois, il y a des élections. En France, celui qui comprend et qui autopsie sa société, il devient phénomène. Hein. Vous savez, Chevènement, c'était un phénomène. Phénomène dans la politique dans les années qui viennent de passer. De Gaulle, Barre, Descartes, ainsi de suite, Macron, ainsi de suite. Donc, je crois que aujourd'hui, Zemmour, c'est quelqu'un qui a fait vraiment lecture de la société congolaise, de la société française. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce que les gens reflétaient? Aujourd'hui, la société française, le repli des choix est beaucoup plus en France aujourd'hui. Ça signifie que, comme la mondialisation est arrivée,